Didier Drogba, Mohamed Salah, Samuel Eto'o, Sadio Mané. Des diamants bruts non taillés exportés sans transformation locale. Des fèves de cacao envoyées directement en Suisse pour revenir sous forme de barres de chocolat. C'est toute la question posée par Mohsen Abdel Fattah et l'Institut African Sport et Creative Institute et Michel Desbordes dans leur livre Économie du sport en Afrique, préfacé par Maktar Diop, directeur général de la SFI, avec en avant-propos de Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Le sport représente à peine 0,5% du PIB en Afrique. Le livre élabore 16 recommandations clés pour sortir de l'économie de la cueillette en s'inspirant des succès stories connus comme la lutte sénégalaise. Mohsen, bonjour. Bonjour Adama. Bonjour. Donc, vous venez d'écrire ce beau livre, Économie du sport en Afrique. Je dirais même que c'est une encyclopédie de l'African Sport and Creative Institute et avec Michel Desbordes, je pense que c'est un économiste ou un expert du marketing très connu. Est-ce que vous pouvez en quelques mots revenir sur la présentation de cet ouvrage? Bien sûr, bien sûr. Alors, premièrement, peut-être présenter l'Institut, donc Oui. African Sports and Creative Institute, ASCI, que j'ai fondé justement avec des amis il y a 2 ans. Et en fait, la vision de l'Institut, si vous voulez, c'est nous sommes partis d'un constat qui est que de plus en plus d'athlètes africains ont un énorme succès aujourd'hui, que ce soit au football, au basketball ou dans d'autres disciplines, mais que finalement, il y a très peu de retombées économiques sur le continent. C'est-à-dire que nos infrastructures, l'organisation du sport se développe très peu. Donc, on est encore dans une situation proche de ce qu'on voit dans les matières premières, où on exporte en quelque sorte des matières premières brutes, mais avec très peu, on va dire, de valeur ajoutée pour le continent. Et donc, notre vision avec l'Institut, c'était de se dire comment faire du sport vraiment un levier de développement pour l'Afrique, et pas juste au niveau économique, mais aussi au niveau social et au niveau, par exemple, environnemental. Donc ça, c'est un petit peu la vision de l'Institut. Et notre contribution, c'est premièrement de produire de la recherche, parce que comme dans de nombreux secteurs en Afrique, on manque vraiment de données et d'analyses. Donc là, c'est un engagement à long terme qui a inclus déjà 2 études que nous avons publiées avec le cabinet Mazars, donc le grand cabinet de conseil et d'audit. Et aujourd'hui, ce livre, qui est sorti il y a un peu plus d'1 mois, qui a pour objectif de donner une vue d'ensemble de l'économie du sport en Afrique. Donc, premièrement, quel est le rôle du sport dans la résolution des grands défis du continent? Donc, j'ai mentionné par exemple au niveau social, au niveau environnemental, démographique. La deuxième chose, c'est de faire un état des lieux, c'est-à-dire quels sont les grands défis, quelles sont les grandes opportunités, sachant que bien sûr, nous avons 54 pays très différents, mais il y a quand même des éléments qui sont récurrents. Et enfin, finir avec des recommandations concrètes. Donc, nous avons interviewé 2000 professionnels du sport en Afrique et nous sommes sortis avec 16 recommandations précises qui permettraient à des acteurs du sport, à des acteurs publics ou privés, de savoir par où commencer pour vraiment développer ce potentiel. Alors, 16 recommandations phares. Vous avez eu aussi dans ce livre d'éminentes personnalités qui ont préfacé, qui ont écrit. Je pense par exemple à Maktar Diop, qui est le vice-président de la Banque mondiale et le CEO de AFC. Je pense aussi à Abdou Diop de Mazars. Je pense aussi à Ousmane Diagana, qui est le patron de la Banque mondiale pour l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est beaucoup de matières grises qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage. Mais finalement, que représente l'économie du sport aujourd'hui en Afrique en termes de PIB, Marcel? Alors, déjà, peut-être un petit peu de contexte, Adama. L'économie du sport est en fait un secteur très récent qui s'est développé aux États-Unis juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on n'a que 60 ans, on va dire, de données. Et c'est un secteur vraiment qui a cru d'abord aux États-Unis, puis en Europe, avant de se globaliser. Donc, il représente aujourd'hui un peu plus de 2% du PIB mondial. D'accord? Donc, ça représente 1200 milliards ou un peu plus de dollars donc, par an. Et c'est un secteur qui, depuis 2000, donc un peu plus de 20 ans, croît à 5% par an. Donc, c'est vraiment un secteur qui se développe. Par contre, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Afrique, on se rend compte qu'on a très peu de données.
Et la seule donnée sérieuse qu'on a, qui a été développée par le cabinet A.T. Kearney, est que le PIB, enfin le sport représente 0,5% du PIB africain. Donc 2,5 pour le monde à peu près, seulement 0,5 pour l'Afrique. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles encore nous avons créé l'Institut, pour essayer d'approfondir et de trouver de nouvelles données. Par contre, même si on a très peu de données, il y a quand même des éléments qui nous permettent de dire qu'il y a un gros potentiel en Afrique. Donc, c'est un élément qui est la croissance démographique du continent, qui est vraiment un de nos atouts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2050, la moitié de la population de moins de 30 ans dans le monde sera africaine. Donc, nous avons une population jeune qui grandit, qui pratique et qui aime le sport. Et on a parlé tout à l'heure des athlètes comme Sadio Mané, comme Francis Ngannou, MMA. Donc, il y a vraiment un grand talent. Donc, ça, c'est un des éléments qui joue en la faveur de l'Afrique. Un deuxième élément, c'est lorsqu'on regarde le développement du secteur du sport, par exemple aux États-Unis, c'est qu'il était dans un contexte dans lequel il y avait une croissance, donc des gens qui ont de plus en plus d'enfants, et aussi une volonté d'utiliser le sport pour améliorer la santé et pour créer des débouchés de spectacles dans lesquels justement la classe moyenne qui grandit peut investir. Et ce sont des éléments qu'on retrouve en Afrique, même s'ils ne sont pas aussi forts, mais il y a une croissance en Afrique depuis déjà une quarantaine d'années. Il y a une classe moyenne qui grandit, même si les grandes organisations ne tombent pas d'accord sur le chiffre. Il y a des grandes différences de chiffres, mais en tout cas, la tendance elle est vers la hausse. Et enfin, une jeunesse qui explose, une jeunesse qui pratique le sport. Et du coup, ce sont des éléments qui nous disent qu'il y a vraiment un potentiel. Nous avons un atout fort qui est cette jeune population. Donc, pourquoi pas utiliser le sport pour diversifier l'économie africaine qui, comme vous le savez aujourd'hui, dépend à peu près 60% en tout cas des exports des matières premières non raffinées. Exactement. Votre comparaison est très touchante. Effectivement, on a l'impression que c'est l'économie de l'exportation des matières brutes non transformées, quand on pense à Sadio Mané, par exemple, ou bien à d'autres stars africaines qui ont été exportées vraiment avant que leur talent ne soit révélé au monde entier. Mais parmi les 16 recommandations, vous avez parlé aussi du partenariat public-privé pour le développement du sport. Comment ce partenariat devrait-il se matérialiser, Marcel? Oui, c'est une très bonne question. Alors, en fait, la raison pour laquelle nous parlons de partenariat public-privé, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, le sport est principalement financé par l'État. D'accord ? Et ça, c'est un legs que nous avons en fait de la période des indépendances. Beaucoup d'États africains se sont rapprochés de l'URSS, qui avait justement cette organisation dans laquelle le sport était centralement contrôlé par l'État et qui était vraiment un outil de propagande. Et nous avons même gardé un peu cette tradition-là où les dirigeants africains utilisent le sport, en tout cas les grands événements, pour justement promouvoir leur image à des moments clés de leur carrière. Donc ça, c'est un petit peu l'état des lieux. Sauf que le fait que l'État seul finance le sport, ça crée plusieurs limitations. Donc, une limitation, c'est que le sport, en fait, c'est un produit commercial. Puisque aujourd'hui, si vous voulez attirer les consommateurs, que ce soit les pratiquants, si vous aviez par exemple un club sportif, ou si vous vouliez des consommateurs qui viennent consommer des journaux ou du contenu sportif, eh bien, il faut que le produit soit attractif. Et l'État n'a pas cette culture-là. Ce sont les entreprises privées qui ont cette culture-là de créer un produit attractif et d'attirer du coup les consommateurs pour créer de l'investissement et permettre ensuite de faire grandir leur activité. Et donc, c'est là où nous disons il faut attirer le secteur privé dans le sport en Afrique, mais continuer à le faire travailler avec l'État, puisque l'État est garant justement du fait que le sport soit accessible à tous, puisqu'il est vraiment un superbe moyen d'améliorer la santé de tous les Africains, quel que soit l'âge, d'aussi d'émanciper les jeunes filles, de leur donner aussi l'opportunité de se développer physiquement au niveau de leur confiance en elles. Et donc, la combinaison vraiment permettrait dans notre expérience de vraiment maximiser le développement du secteur. D'accord. Donc, quelles sont justement, pour finir, Mohsin, les perspectives du développement du sport dans le continent africain d'ici les 10 prochaines années? Alors, la perspective, elle est vraiment… enfin, le potentiel est énorme. Le potentiel est vraiment énorme. Encore une fois, le travail que nous faisons aujourd'hui nous permettrait de donner des chiffres plus concrets. Et c'est d'ailleurs une des recommandations qui est de créer un observatoire du sport en Afrique
pour publier ce genre de chiffres. Mais le potentiel est énorme et j'aimerais juste mettre en valeur quelques beaux modèles qui fonctionnent aujourd'hui en Afrique. Donc, peut-être 3 modèles rapidement. Donc, un modèle, vu que vous êtes au Sénégal, qui est le modèle de la lutte sénégalaise. Et nous avons dédié une étude de cas dans le livre, qui est un superbe modèle à 2 niveaux. Un niveau, c'est comment est-ce qu'on intègre la culture à la pratique sportive. Donc, ce que le professeur Zebelinga, qui a contribué au livre, appelle le sporturel. Ça, c'est vraiment un des éléments clés qui serait différenciant pour l'Afrique, c'est que nous avons des cultures riches et lorsqu'on intègre des éléments comme la musique, comme la danse, comme les joutes verbales, comme le fait la lutte sénégalaise, ça permet d'attirer des gens qui ne sont pas forcément fans du sport, mais qui viennent pour trouver ces éléments-là qui leur manquent et qui leur font plaisir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait répliquer dans beaucoup de disciplines. Un autre très beau modèle, c'est celui de Right to Dream, qui est une académie de football au Ghana et qui existe depuis 20 ans et qui en fait a créé un modèle dans lequel on détecte les jeunes talents, donc au départ au Ghana, mais maintenant en toute l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils deviennent professionnels. Et comment est-ce qu'ils font ça? En créant bien sûr des programmes de football, mais surtout des programmes de formation pour que ces jeunes-là soient équipés dans la gestion de leur vie, la gestion de leurs finances, pour qu'ils puissent, s'ils ne font pas carrière, s'orienter vers autre chose et surtout développer une mentalité, une personnalité équilibrée. Et ça, c'est très important pour compenser le fait que la scolarité en Afrique ne soit pas disponible à tous. Donc, le sport peut jouer un rôle aussi pour donner accès à l'éducation. Et en fait, Right to Dream a même été jusqu'à acquérir des clubs professionnels pour assurer aux jeunes Ghanéens l'opportunité de jouer au plus haut niveau en Europe. Donc ça, c'est un deuxième très beau modèle. Et le troisième, qui est celui de la Basketball Africa League, de la NBA, donc, qui est le grand championnat professionnel de basket aux États-Unis, qui depuis 20 ans est actif en Afrique et qui a créé un modèle dans lequel le sport de masse, donc donner accès au sport, au basketball à tous, est lié au sport d'élite et crée ainsi un cercle vertueux. Et donc, ils ont créé des championnats scolaires pour promouvoir le sport en essayant d'en faire le sport numéro 1 des Africains dans le futur. Ça leur permet ensuite de détecter des talents qui sont envoyés à Saly au Sénégal dans une académie qui est disponible pour les garçons et les filles. Et en fait, ces jeunes-là, on leur donne accès à des études supérieures, puis d'aller jouer aux États-Unis et depuis 2 ans, de jouer en Afrique avec la création de la Basketball Africa League, qui est l'équivalent d'une Champions League du basket. Donc, vous voyez, c'est un cercle vertueux qui permet de mettre en valeur les talents africains, mais de leur donner des opportunités de briller en Afrique et d'amener des ressources étrangères, puisque tous les partenaires de la NBA suivent la NBA, puisqu'ils savent que le produit sera de qualité. Et du coup, l'image de l'Afrique devient associée à celle d'un produit de qualité, et des investisseurs nouveaux viennent et permettent de développer notre économie ici. Donc voilà 3 modèles que je recommande vraiment à vos lecteurs d'étudier et qui pourraient servir de modèle. 3 modèles à recommander et je vous invite pour aller plus loin à lire donc ce livre Économie du sport en Afrique, réalité, défis, opportunités, préface de Martin Diop, directeur général SFI, avant-propos de Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement, c'est aux éditions Economica. Un livre aussi qu'on peut retrouver un peu partout en Afrique, ici même au Sénégal, à Abidjan. Exactement, en ligne et puis aussi que nous commençons à distribuer aussi dans plusieurs pays africains. Exactement. Donc, 16 recommandations et je vous invite vraiment à lire ce livre, cette encyclopédie de l'économie du sport en Afrique. Donc, nous vous remercions et on vous dit à la prochaine.